Bonjour. Aujourd'hui, dans cette introduction à la théorie des groupes, nous allons parler de l'action d'un groupe sur un ensemble. Alors, une action, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire le groupe va aller modifier les éléments de l'ensemble. Alors, prenons par exemple le groupe S4, le groupe des permutations, groupe symétrique, groupe des permutations de 4 éléments. Il agit en fait sur l'ensemble des mots formés de 4 lettres par permutation de l'ordre des lettres. Donc cette action, à partir d'un mot, en appliquant donc l'action, on obtient une permutation des lettres du mot et donc un anagramme. Donc l'ensemble de toutes les permutations qui agissent sur un mot donne tous les anagrammes de ce mot. Alors selon les mots, il y a des permutations qui ne font rien, par exemple pour le mot Arak, elle échange la première et la troisième lettre, ça ne change rien, l'échange des deux A ne va pas modifier le mot, et pour d'autres configurations, cette fois le groupe va vraiment modifier, créer un nouveau mot à chaque permutation. Alors l'exemple, donc à partir de cet exemple, on forme une définition un peu plus générale. On prend un groupe et un ensemble, et une action à gauche du groupe sur l'ensemble, c'est une application qui, un élément du groupe et un élément de l'ensemble, associe un élément de l'ensemble. Alors généralement, on dénote ça par un point en bas, ici j'ai point X, avec le point en bas, afin de différencier en fait l'action de la loi du groupe. Alors, les propriétés sont d'abord que l'élément neutre, quand il agit sur l'ensemble, ne fait rien du tout, donc il renvoie chaque élément là où il est. Et le produit, en fait, est compatible avec l'action, c'est-à-dire que G fois H agissant sur X, c'est G agissant sur H agissant sur X. Alors ceci est une action à gauche, on peut aussi parler d'action à droite, qui se définit exactement de la même façon. Alors généralement on met le groupe à droite pour s'en souvenir, et la seule différence c'est justement l'action de G fois H, c'est G qui agit sur et c'est H qui agit sur G qui agit sur X. Donc les rôles de G et H sont échangés. Donc une action correspond à une bijection en fait, c'est-à-dire l'action d'un élément G sur l'ensemble grand X correspond à une bijection de l'ensemble grand X. Pourquoi? Parce que l'action doit être inversible. Avec les propriétés qui sont là, c'est inversible, et donc c'est donc une bijection. Une action à gauche, c'est donc un homomorphisme du groupe G dans le groupe des permutations de grand X. Et une action à droite, c'est aussi un homomorphisme, c'est cette fois non pas un homomorphisme, mais un anti-homomorphisme, et donc qui échange les rôles de G et de H. Alors, à partir d'une action à droite, on peut définir une action à gauche simplement en remplaçant G par G inverse, puisque l'inversion est un anti-homomorphisme aussi. Donc, on peut se ramener, pour les actions à droite, on peut se ramener aux actions à gauche. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les actions à gauche, de préférence, et nous dirons action quand on veut dire action à gauche, sinon on précisera pour action à droite. Alors, par exemple, un groupe agit sur lui-même, par simple multiplication à gauche. Et on peut aussi faire agir par multiplication à droite, mais on obtiendra une action à droite. Et pour un sous-groupe aussi va agir sur le groupe par multiplication à gauche. Un sous-groupe, si on a un sous-groupe distingué, alors cette fois c'est le grand groupe G qui va agir sur son sous-groupe distingué par conjugaison. Et c'est une action à gauche. Et on peut plus généralement considérer tous les sous-groupes de G, et G va permuter ces sous-groupes en les conjuguant. Et puis si on a un sous-groupe distingué H, à ce moment-là, G agit par cette même action, G agit en fait sur tous les sous-groupes intermédiaires entre G et H. Puisque H est un sous-groupe distingué, il ne va pas bouger, G, c'est le groupe tout entier, ne va pas bouger non plus, c'est les groupes entre les deux qui vont être permutés par la conjugaison. Alors des objets qui sont automatiquement créés par la notion d'action, donc qui sont associés à toute action, c'est les orbites, les points fixes et le stabilisateur. Alors, l'orbite, c'est en fait
l'ensemble des endroits où le groupe va promener un élément. C'est-à-dire le groupe agit sur l'ensemble grand X, et un élément de cet ensemble va faire un voyage emmené par le groupe G lui-même, et on obtiendra ainsi tous les endroits où ils sont passés. Donc l'orbite d'un élément, c'est en fait toutes les images de l'action pour cet élément, sur cet élément. L'ensemble de ces orbites, c'est noté G quotienté par X, ou quotienté à gauche, X quotienté à gauche par G ou à droite par G. Selon qu'on souhaite différencier les actions à gauche ou à droite, on utilisera l'une ou l'autre de ces notations. Cependant, la seconde notation est beaucoup plus usuelle. Elle ressemble à la notion de classe à gauche, donc c'est pour ça qu'on l'utilisera en priorité, même si en fait elle devrait être un quotient pour une action à droite. Alors, c'est pas pour rien qu'en fait c'est la même chose. Si on prend H, un sous-groupe de G, H agit à gauche par multiplication à droite par son inverse. Et à ce moment-là, on obtient les classes à gauche de G, donc G quotienté par H. Et à ce moment-là, on a la même notion. Alors par exemple, ici, donc un exemple d'orbite, je vais prendre un carré ABCD, donc à 4 sommets, on va juste considérer les 4 sommets, on oubliera tout le reste, et le groupe qui va être engendré par les symétries d'axes AC et BD. Alors dans ce groupe, il y a l'identité, il y a la symétrie ici sigma 1, la symétrie sigma 2, et la rotation par un demi-tour, qui est la composition de ces deux symétries. Alors l'orbite du point A, c'est l'ensemble AC. Si on regarde où A est promené, A peut se promener sur C, mais pas sur B ni sur D. Donc A est laissé fixe par sigma 1 et par l'identité, et A son image par sigma 2 CC, et son image par la rotation d'un demi-tour CC aussi. Alors, appartenir à une orbite, Y appartient à l'orbite de X, c'est en fait une relation d'équivalence entre X et Y. Alors ça, c'est extrêmement facile parce que c'est exactement la même preuve que l'on a pour les classes à gauche. C'est la même chose que pour le quotient d'un groupe par un sous-groupe. C'est une relation d'équivalence. Et du coup, l'ensemble lui-même, est partitionné en toutes ces orbites différentes. C'est-à-dire deux orbites, du coup, peuvent s'intersecter si et seulement si elles sont égales. Donc on a découpé tout l'ensemble par les orbites. Une deuxième notion, le stabilisateur d'un élément. Alors ce sont tous les éléments du groupe qui fixent X, c'est-à-dire qui ne font rien sur l'élément X. Alors, on peut généraliser un petit peu, on appelle ça le stabilisateur, et on peut généraliser un petit peu le stabilisateur d'une partie de X, mais notons bien que ce n'est pas l'ensemble des éléments qui fixent tous les points de Y, c'est l'ensemble des éléments de G pour lesquels Y est stable, c'est-à-dire à l'intérieur de Y, il peut y avoir des permutations, mais on reste à l'intérieur de Y, c'est ça le stabilisateur d'une partie. Alors par exemple, le stabilisateur du sommet A, c'est l'identité et sigma 1. Et le stabilisateur de la partie AC, c'est l'identité, c'est normal, sigma 1 c'est normal, mais aussi sigma 2, parce que sigma 2 échange A et C, donc il ne change pas la partie, il la laisse stable. Et la rotation sigma 1, sigma 2, la rotation d'un demi-tour, puisqu'elle échange aussi A et C. Alors le stabilisateur est toujours un sous-groupe de G, et le conjugué d'un stabilisateur, c'est en fait le stabilisateur d'une autre partie de GY. Donc le conjugué par G du stabilisateur de Y, c'est le stabilisateur de GY. La preuve est extrêmement facile, il n'y a qu'à écrire les choses et tout sort immédiatement. Je vous laisse lire, mettez sur pause et lisez, il n'y a pas grand-chose dedans. Ensuite, il y a aussi un ensemble, une troisième notion qui est associée à une action, c'est l'ensemble des points fixes. Alors cette fois-ci, on est du point de vue du groupe. On prend un élément dans le groupe et on regarde tous les points qui sont fixés par cet élément du groupe. Et puis pour un sous-groupe, H de G, on peut définir tous les éléments qui sont fixés par tous les éléments de H. Donc c'est ça, un fixe grand H, c'est tous les éléments de l'ensemble X qui sont fixés par tous les éléments du groupe grand H. Alors,
il y a aussi une propriété pour la conjugaison, hein, c'est-à-dire l'ensemble des points fixes de H de G conjugué par H, c'est en fait l'image par H, enfin c'est H fois l'ensemble des points agissant sur l'ensemble des points fixes de G. La preuve est encore plus simple que les autres si c'est possible. Et on va considérer comme exemple pardon, j'ai oublié les points fixes ici. Donc le point fixe de l'identité c'est ABCD hein, pour le carré. Point fixe de sigma 1, il y a A et C, de sigma 2, il y a B et D, et pour la rotation, il n'y a aucun point fixe. Alors, un autre exemple, c'est sur les sous-groupes, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être un point fixe pour l'ensemble des points fixes du groupe G? C'est tous les sous-groupes distingués. Quand G agit sur l'ensemble de ces sous-groupes par conjugaison, être un point fixe, ça veut dire être invariant, être stable par conjugaison. Donc ça veut dire être un sous-groupe distingué ou normal. Et pour tout sous-groupe H de G, le stabilisateur de H, c'est le plus grand groupe de G dans lequel H est distingué. Donc c'est le normalisateur de H dans G. Alors, nous avons vu donc des notions usuelles sur les groupes qui nous seront très utiles. Nous allons en voir encore quelques propriétés que satisfont parfois certaines actions. Certaines nous seront utiles, d'autres beaucoup moins, mais c'est le moment de les introduire juste pour la culture générale. Alors, considérons une action. Donc il y a un homomorphisme de G dans l'ensemble des permutations de grand X qui est associé. Alors, cette action est dite transitive si en fait, pour entre deux éléments quelconques de l'ensemble grand X, il existe toujours un élément du groupe G qui permet de passer de l'un à l'autre. Et on peut généraliser ça avec des parties, des parties de cardinalité n, et on parle là d'action n transitive. Donc deux parties, on peut les envoyer l'une sur l'autre il y a toujours un élément de G pour l'envoyer l'une sur l'autre. Alors par exemple, le groupe des permutations Sn est K transitif pour tout K plus petit ou égal à n. On prend n'importe quel sous-ensemble des entiers de 1 à n, de taille K, enfin une paire de sous-ensembles comme ça, et il y a toujours une permutation qui envoie l'un sur l'autre. Sigma n, c'est les Sn, pardon, c'est les bijections, donc justement, il n'y a aucune difficulté pour définir quelque chose comme ça. Alors l'action donc est transitive, ça signifie en fait qu'il n'y a qu'une seule classe. Il y a une seule classe d'action, une seule orbite, tout est orbite en fait, tout est la même orbite, deux éléments quelconques étant toujours liés par un élément du groupe G, ils sont dans la même orbite automatiquement, donc le quotient c'est un singleton. Et on parle aussi d'action simplement transitive si on exige en plus que l'élément G qui permet de passer de l'un à l'autre est unique. Il n'y a qu'une seule façon d'envoyer un élément sur un autre. Donc il y a toujours une façon, il y en a une seule, ça veut dire que l'image d'un élément détermine totalement le groupe G. Par exemple, les rotations sur le cercle, c'est quelque chose de simplement transitif. Une action aussi est dite libre si en fait le stabilisateur de tout élément c'est toujours l'identité. C'est-à-dire que le X n'est jamais un point fixe d'un élément qui est différent de l'élément neutre. Par exemple, l'action des rotations sur le cercle est libre. Si on prend deux éléments, deux points du cercle, je rappelle que le centre ne fait pas partie du cercle, si on prend deux éléments sur un cercle, et qu'on veut envoyer l'un sur l'autre, il n'y a qu'une seule. Si on prend un point sur le cercle, il n'y a qu'une seule rotation, je veux dire qu'il le laisse fixe. Une action aussi, remarquons donc que l'action est libre, si et seulement si, donc l'ensemble, avoir un point fixe, c'est être l'élément neutre. Donc en fait, tous les points fixes, tous les ensembles de points fixes sont vides, sauf celui associé à l'élément neutre. On parle aussi d'action fidèle, en fait, si l'intersection de tous les stabilisateurs, c'est l'élément neutre. Donc l'élément neutre, c'est le seul à fixer tous les éléments de X. Enfin, ceci entraîne quelque chose d'assez intéressant pour une action fidèle. En fait, c'est peut-être la propriété que l'on utilisera le plus, c'est que l'action
est fidèle si et seulement si l'application phi qui est associée à l'action est injective. Donc on peut voir G comme un sous-groupe de Sx. Alors l'action de Sx sur X est fidèle, hein, ça il n'y a aucun problème, mais elle n'est pas libre. Hein. Alors toute action libre est automatiquement fidèle, hein, ça c'est pas très difficile à voir. Et par exemple, donc l'action d'un sous-groupe sur un groupe par multiplication, c'est quelque chose de libre. Hein, il n'est pas possible de fixer, je veux dire, chaque action en fait est injective. Et surjective en fait est une bijection. L'action d'un groupe sur lui-même par multiplication est simplement transitive. L'action du groupe des automorphismes sur le groupe est une action fidèle. Voilà, donc quelques exemples comme ça. Donc ce qui est surtout utile, c'est fidèle, pour le moment. Alors, quand on définit des objets comme des actions, on peut se demander, mais est-ce qu'on a défini la même action plusieurs fois? Est-ce que deux actions sont en fait une seule et même action? Donc quand on définit des objets en mathématiques, on se demande, est-ce que je suis en train de définir deux objets différents ou le même? Alors pour ça, on va parler des actions isomorphes, d'isomorphisme d'actions, rapidement. Alors à quelles conditions deux actions sont en fait une seule action? On va considérer deux actions à gauche, ici, d'un même groupe sur des ensembles différents, a priori différents, et leurs isomorphismes respectifs, phi et psi. Donc les actions sont dites équivalentes en fait s'il existe une application bijective de x dans y telle que l'action de cet homomorphisme f sur gx, c'est g agissant sur fx. C'est-à-dire on peut sortir l'action. On appelle ça être, dans le cadre des espaces vectoriels, on pourrait appeler ça la linéarité si on veut. Enfin, l'homogénéité. Ça ci est un diagramme, donc ça signifie en termes de diagramme cette chose-là. Et puis ça signifie en fait que il y a un isomorphisme en fait pour l'équivalence d'action. Le F induit un isomorphisme F tilde entre les ensembles, entre les bijections de X et de Y via la conjugaison. Et à ce moment-là, F tilde composé avec phi, c'est psi. C'est ça l'équivalence d'action. C'est juste, on remplace les éléments de X par ceux de Y et on obtient la même chose. Alors, on peut considérer les actions sur des groupes qui sont peut-être au départ différents, qui n'ont pas la même présentation. Et à ce moment-là, on peut parler d'isomorphisme d'action. Alors, deux actions sont isomorphes si non seulement il existe une bijection, mais aussi un isomorphisme entre G et H. Et c'est en gros les mêmes critères, c'est la même, c'est la même construction, il n'y a pas grand-chose de différent. Si on veut changer le groupe G pour un groupe H et l'ensemble X pour un ensemble Y, eh bien il nous faut deux fonctions qui respectent les structures, donc un isomorphisme et une bijection. Dans certains cas, alors ça c'est plus intéressant, dans certains cas le groupe agit sur un autre groupe, donc il y a une structure supplémentaire dont il faut tenir compte. Alors ces actions qui est d'un groupe sur un autre groupe, s'appelle souvent des actions par automorphisme. On dit que G agit sur H par automorphisme, si en fait l'action est l'homomorphisme associé à l'action est à valeur dans les automorphismes de H. Donc ce que ça signifie, c'est que quand G agit sur un produit, c'est le produit des actions de G. Donc c'est G.H fois G.H'. Alors pour que des actions soient équivalentes ou isomorphes, il faut exiger quelque chose de plus sur F, puisque F n'est plus simplement une application entre deux ensembles, mais entre deux groupes, on exige que F est un isomorphisme de groupe. Alors venons-en vraiment maintenant au cœur du sujet. La chose importante, c'est la formule des classes et la formule de Burnside. Alors la formule des classes, on l'a déjà vue en fait dans le cas du quotient de groupe, elle fonctionne toujours dans le cas du quotient d'un groupe d'un ensemble par une action. Donc il existe simplement une bijection entre l'orbite d'un élément x multiplié, enfin ça c'est le produit d'ensemble avec le stabilisateur de x et g. En particulier, le nombre d'éléments de l'orbite fois l'ordre du stabilisateur de cet élément, c'est l'ordre du groupe. Alors la preuve
est assez simple, hein. Il s'agit de construire en fait, une bijection explicite entre les deux. On regarde tout simplement ce que fait G, ce que fait un élément G sur l'élément petit x, et on obtient donc quelque chose qui est dans l'orbite de x, mais on peut choisir arbitrairement, disons, un représentant donc qui envoie du lien entre x et gx, et à ce moment-là, en faisant la différence entre les deux, on obtient, je veux dire, un élément du stabilisateur. Donc je vous laisse lire, hein, c'est la même preuve que l'on avait pour la formule des classes pour les groupes. C'est exactement la même chose, en fait c'est une généralisation, donc mettez sur pause et lisez si ça vous intéresse. Ensuite, nous allons voir, puisque les stabilisateurs, hein, ce que ça entraîne ici, c'est que les stabilisateurs sont de même cardinalité, parce que ces stabilisateurs sont de même cardinalité parce que ces sous-groupes sont conjugués. On avait vu que quand deux éléments sont dans l'orbite, entre les deux, il y a une conjugaison, et deux sous-groupes conjugués ont la même cardinalité, donc le même ordre. Donc on va appeler C oméga la cardinalité ou l'ordre du stabilisateur de x, où x c'est n'importe quel élément de l'orbite. Et donc cette chose-là se retraduit C oméga fois la cardinalité de oméga égale l'ordre de G. Alors, on va utiliser ça tout de suite. Hein. Un corollaire de ceci, c'est que lorsque G est d'ordre fini, x, c'est bien sûr la somme des cardinalités de chaque orbite, et donc, c'est la même chose que de dire, hein, grâce à cette formule, c'est la même chose que de dire que c'est l'ordre de G fois la somme des inverses du nombre de classes, hein, de ce C oméga, sur toutes les classes, sur toutes les orbites. Et maintenant, le gros théorème, gros dans tous les sens du terme, puisqu'il est en très grand, le grand théorème, c'est la formule de Burnside, qui est extrêmement pratique, utilisée un peu partout en mathématiques, qui dit la chose suivante, c'est que la cardinalité du quotient d'un ensemble par une action, fois l'ordre du groupe, c'est en fait la somme du nombre de points fixes de chaque élément de G. Alors, la démonstration est très belle, vraiment très jolie. Il s'agit juste de considérer cet ensemble-là, on va l'appeler E, qui est l'ensemble de tous les couples d'un élément de G et d'un élément de X, qui ont la propriété que G agissant sur X, c'est X. Donc ça veut dire que G est dans le stabilisateur de X ou que X est un point fixe de G. Alors, cet ensemble, on va le dénombrer, donc on va le découper si on veut et mesurer sa cardinalité de deux façons différentes. Alors d'une part, on a dit que X était un point fixe de G. Donc on peut faire somme sur tous les éléments de G, parce qu'on parcourt tous les éléments de G. Donc la cardinalité de E, c'est la somme sur tous les éléments de G de la cardinalité de cet ensemble-là. Mais cet ensemble-là, c'est aussi le nombre de points fixes de G. Donc la cardinalité de E, c'est la somme pour tout élément de G du nombre de points fixes de cet élément. D'autre part, maintenant on va découper différemment. On va cette fois parcourir tous les petits x. Alors, parcourir tous les petits x dans grand X, on peut aussi parcourir toutes les classes dans x quotienté par G, puis tous les x dans cette classe, dans ces orbites, disons. Donc, on décompose selon les orbites, puis selon les éléments de ces orbites. Là, ceci est en fait pour un élément x fixé, ceci est juste l'ordre du stabilisateur, donc on obtient somme sur toutes les classes, somme sur tous les éléments de l'orbite de l'ordre du stabilisateur, et par le théorème précédent, on sait que cette chose-là, ça va être, cette chose-là, c'est juste C oméga, par définition. Et donc cette chose-là, c'est juste C oméga. Il y a là-dedans, quand on additionne dans cette somme plusieurs fois le même terme, on l'additionne en fait cardinalité de oméga fois, donc on a cardinalité de oméga fois C oméga. Par le théorème précédent, ceci c'est la cardinalité du groupe, et donc on obtient somme sur toutes les orbites de la cardinalité du groupe. Et ça veut dire qu'on somme plusieurs fois le même terme, combien de fois? Ce nombre de fois là, le nombre d'orbites en fait, d'où
le théorème en fait. On a obtenu notre formule, c'est-à-dire que le nombre d'orbites multiplié par l'ordre du groupe est égal à la somme du nombre de points fixes de G. Alors un corollaire, et c'est là qu'il est intéressant en fait, c'est que le nombre de classes dans le quotient par une action, c'est la moyenne du nombre de points fixes. Alors par exemple, si on reprend notre mot si on prend des mots de 3 lettres, formés des classes des lettres A, B, C, D, donc on aura par exemple ABC ou ABD ou BCD ou BDA. Alors on va dire qu'ils sont équivalents s'ils sont des anagrammes de l'un de l'autre, et on peut se poser la question combien il y a de classes de ces mots. Alors les anagrammes, c'est faire agir S3 bien sûr. Alors en tout, il y a 64 mots, parce que pour la première lettre, j'ai 4 possibilités, 4 pour la deuxième, 4 pour la troisième, donc 4 x 4 x 4, 64 mots. Le groupe S3 agit sur les mots, et il agit de 3 façons différentes. Il y a 3 types d'éléments dans S3. Il y a l'identité, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, et le nombre de mots fixés par l'identité, c'est 64, ils sont tous fixés par l'identité. Nous avons aussi les transpositions qui échangent de lettres. Alors il y a 3 transpositions. Quand 2 lettres sont échangées, pour que ce soit un mot fixé, il faut que ces 2 lettres soient identiques. Donc en fait, il y a 4 possibilités pour les 2 lettres identiques, et encore 4 possibilités pour la dernière lettre, donc 4 au carré, 16 possibilités. Les éléments, finalement dans S3, il y a encore les 3 cycles, il y en a 2 en tout, et le nombre de mots fixés par ces 3 cycles, c'est juste 4, parce que puisqu'on a un 3 cycles, il faut que toutes les lettres, pour que le mot soit fixé, il faut que toutes les lettres soient identiques, soient la même lettre. Donc en fait, il faut juste choisir la lettre qui va donc se retrouver 3 fois dans le mot, et il y a 4 lettres possibles, donc ça fait 4. Donc au final, on a 64 points fixes pour l'identité, 16 points fixes pour chacune des 3 transpositions et 4 points fixes pour chacun des 2 3 cycles. Donc, si on fait la somme sur tous les éléments du groupe, 1 fois 64 plus 3 fois 16 plus 2 fois 4, le tout divisé par l'ordre du groupe qui est 6, ça nous fait 20. Il y a donc 20 mots de 3 lettres formés à partir de A, B, C, D qui sont des anagrammes, qui sont tous différents aux anagrammes près. C'est-à-dire, si on fait un anagramme, ça ne va pas, on va distinguer des mots s'il y a un anagramme près, ils sont différents, on n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. Donc 20 façons, 20 mots, en fait, 20 familles, c'est ça, disons, 20 familles d'anagrammes pour ces mots-là. Voilà, alors la prochaine fois nous allons voir des applications de la formule de Burnside parce qu'elle est tellement importante, et vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on vient de faire. Les applications de la formule de Burnside sont vraiment belles, intéressantes et utilisées un peu partout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.